Alors, écoutez, d'abord, je vous remercie d'être venu en si grand nombre au 5e séminaire de la chaire de géothermie. Aujourd'hui, on va un peu déroger à nos habitudes. Historiquement, en fait, le séminaire était donné par des gens de l'industrie pour répondre à des problématiques rencontrées dans l'industrie. Or, aujourd'hui, on va faire un peu une synthèse de ce qu'on a fait lors des 4 dernières années. Et le séminaire va être donné par des universitaires, mais pour des gens de l'industrie en grande partie. Le séminaire va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, je vais faire un survol des accomplissements de la chaire dans les 4 premières années, dans les 4 dernières et 4 premières années de sa vie. Par la suite, Gabriel va parler en long et en large du premier projet de démonstration, notamment d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie. Et je vais faire en troisième partie un très rapide survol des opportunités qui nous restent, mais aussi des freins, des défis qui restent à lever pour faire de la géothermie avec des PCP, vraiment un outil dans une large boîte à outils de mesure d'efficacité énergétique. Vous êtes nombreux en salle. On a aussi plusieurs personnes qui sont disponibles, qui assistent au séminaire à distance. Dans tous les cas, sachez que le séminaire et la période de questions sont enregistrés et que probablement lundi ou mardi prochain, la conférence d'aujourd'hui sera disponible en ligne sur le site web de la chaire. Donc, ma première présentation, en fait, porte sur nos 4 premières années. Je me dois malheureusement, je suis désolé pour plusieurs, ce ne sera pas la première fois que vous verrez les prochaines diapos, mais il y a des nouveaux partenaires avec nous aujourd'hui. Donc, je vais commencer par dire qu'est-ce qu'un système géothermique rapidement, mais qu'est-ce qu'un PCP? Donc, en fait, on reconnaît essentiellement 3 grandes familles de systèmes géothermiques. À gauche, les systèmes géothermiques dits en boucle fermée et verticale, qui représentent l'essentiel des installations géothermiques au Québec. On estime environ à 90% la part des systèmes en boucle fermée. Ce sont des systèmes qui fonctionnent, comme le nom le dit, en boucle fermée, qui font circuler entre une thermopompe qui couvre les besoins du bâtiment et un échangeur de chaleur géothermique, un fluide glycolique, un antigène. À l'autre bout du spectre, à droite, on a les systèmes en boucle ouverte qui capitalisent sur les aquifères, les réserves d'eau souterraine. On va donc avoir dans les systèmes en boucle ouverte des puits de pompage qui vont pomper de l'eau et acheminer cette eau à un échangeur de chaleur ou une thermopompe avant de réinjecter l'eau souterraine un peu plus loin dans un aquifère. On a besoin d'une bonne ressource en eau souterraine pour faire fonctionner ces systèmes. Et entre les deux, on a les puits à colonnes permanentes qui sont apparus aux États-Unis à la fin des années 80 sous l'impulsion de Carl Orio, qui avait fait sa maîtrise sur le sujet. Carl qui est encore très, très actif en géothermie. En fait, un PCP, qu'est-ce que c'est? C'est un puits ouvert au roc qui peut atteindre 500 mètres de profondeur. L'eau est généralement pompée à la base du puits et réinjectée au sommet, mais nous, on opère les puits différemment, en pompant au sommet puis en réinjectant à la base. Le puits est long. Si on a un puits de 500 mètres, le parcours fait presque 1000 mètres, presque 1 kilomètre. On a donc des temps de résidence très, très longs pour des PCP, couplés à un très gros volume d'eau, ce qui font que les puits à colonnes permanentes sont naturellement construits pour tamponner les appels de puissance en pointe. Cependant, en période de pointe thermique, on peut imaginer milieu du mois de février, les plus gros froids de l'hiver, il peut être nécessaire de doper ponctuellement la capacité des puits. On va faire ça au moyen d'une saignée, c'est-à-dire qu'une partie de l'eau qui est recirculée dans le puits, qui est pompée, va être transférée à l'extérieur du PCP, généralement au moyen d'un puits d'injection. Ça va permettre de créer un rabattement au puits et de faire venir, en période de pointe, une eau plus chaude l'hiver ou plus fraîche l'été. Et ça va littéralement doper les performances thermiques du PCP. La combinaison d'un gros volume d'eau, d'un long temps de résidence, d'une performance de la saignée, mène à des performances thermiques environ 3 fois supérieures par mètre de forage à celles d'un puits en boucle fermée conventionnelle.
et la simplicité de la construction, on n'a pas de coulis, on n'a presque pas de tuyaux, pas d'antigel, mène à des coûts de construction qui sont généralement 2 à 5 fois moindres que les systèmes géothermiques conventionnels. Le réel potentiel des PCP, il réside cependant dans leur capacité à être installés dans les environnements urbains denses où on n'a tout simplement pas l'espace pour installer une centaine de puits en boucle fermée. En fait, si on est capable de faire des forages jusqu'à 500 mètres de profondeur, la combinaison de la plus grande performance des PCP puis de leur plus grande profondeur fait qu'en réalité, on a besoin de 10 fois moins de puits de type PCP que des puits en boucle fermée verticale conventionnelle. Ce qui fait que vous avez ici un exemple de la cathédrale Saint-Patrick à Manhattan, où on a un système de chauffage de presque 1 mégawatt qui est couvert par une dizaine de PCP de 550 mètres de profondeur. On imagine là, aisément qu'il est difficile d'avoir un environnement plus densément construit que le centre de Manhattan. Donc, c'est vraiment le potentiel des PCP. En fait, selon Carl Orio, je dis bien au conditionnel, là, 30 000 PCP seraient opérés aux États-Unis. C'est pas clair pour moi si c'est 30 000 PCP, 30 000 systèmes ou 30 000 thermopompes. Je pense plus que c'est 30 000 thermopompes. Mais bon, ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur des systèmes qui sont installés. En Corée du Sud, les PCP représentent presque 30% des systèmes géothermiques installés. Carl Orio, qui est vraiment le père des puits à colonnes permanents, a publié plusieurs études au début des années 2000 dans un climat pas très loin de la frontière canado-américaine, ce qui a mené à des performances sur plusieurs années, notamment une étude menée sur 9 ans, avec des puissances de 700 kW de puissance installée et des puissances par puits de l'ordre de 115 kW par puits. Ou encore des systèmes de 2 mégawatts de puissance installée avec des puissances unitaires de l'ordre de 133 kW par puits. Ça vous donne une idée là, du potentiel réel pour le chauffage du parc immobilier construit, qui représente un très, très grand potentiel de réduction des gaz à effet de serre, mais aussi l'appel de puissance en pointe. Il y a à peu près 6 ans, en 2017-2018, Hydro-Québec m'a approché. La question était la suivante, ça semble être super intéressant, les PCP, mais pourquoi c'est pas plus utilisé que ça au Québec? Ce qui ressortait souvent dans les discussions qu'on avait avec des acteurs, des parties prenantes du milieu, c'est que il y avait peu ou pas de projets réalisés au Québec. La question qui revenait toujours, c'est où visiter une installation. La question fréquemment, et qu'on entend encore fréquemment, c'est est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je vais contaminer les nappes phréatiques? Ou encore, où visiter une installation? Mais ce qui était central, c'est que personne ne voulait être le premier à concevoir, construire et opérer un système et à supporter les surcoûts associés au fait d'être le premier. Donc, en partenariat avec Hydro-Québec, on a donc réfléchi à un programme de recherche en partenariat qui permettrait, avec l'objectif très, très clair, de lever rapidement les barrières à l'utilisation des PCP au Québec. Je pense que le terme clé ici, c'est le mot rapide, d'avoir un impact rapide sur notre société de façon à contribuer notamment à la réduction de l'appel de puissance en pointe, mais aussi à la décarbonation de notre économie et de notre parc immobilier. Le programme de recherche qui a été mis sur pied en 2018 et qui a été financé à la fin de 2019, en fait début 2020, visait à répondre à 4 objectifs scientifiques très, très clairs. Réduire l'appel de puissance et opérer plus efficacement les PCP, notamment dans notre climat et dans notre contexte géologique. Acquérir, concevoir puis valider le potentiel des PCP. En 3, d'illustrer ou de démontrer l'innocuité des puits à colonnes permanentes en termes d'impact sur la qualité des eaux souterraines. Et finalement, de former, de changer les perceptions, diffuser et transférer des connaissances. La structure du partenariat qui a été choisi puis qui est en vie depuis janvier 2020, c'est un partenariat où on a 3 centres de services scolaires, centre de services scolaires des Mille-Îles, de Montréal et des Samars, qui en fait participent
participe en essayant sur des installations scolaires, des puits à colonnes permanentes, projets pour lesquels on a des environnements géologiques différents, des équipes de consultants et des entrepreneurs, des équipes de construction différentes d'un site à l'autre. Le projet qui a été retenu, en fait, le ministère de l'Éducation finance tous les coûts et les surcoûts associés au PCP parce que les PCP sont moins chers, mais on fait des projets de recherche. Notamment, on a installé une dizaine de puits supplémentaires à Mirabel pour pouvoir documenter, suivre la qualité des eaux souterraines pour les besoins d'un projet de recherche. On a aussi Marmotte Énergie et VersaProfil qui apportent leur soutien, leur expertise, notamment VersaProfil est un manufacturier de HDPE. On a dû adapter des façons de faire pour installer des boucles à 500 mètres de profondeur. Puis Marmotte opérait un système avec succès à Sainte-Catherine depuis plusieurs années, alors on voulait bénéficier de leur expertise. Mais le rôle central, c'est Hydro-Québec. Parce que la structure qui a été retenue, Hydro a donné 1 million de dollars pour faire un levier avec le CRSNG. Le CRSNG qui a donné 2 millions de dollars supplémentaires, ce qui nous a permis d'aller chercher 3 millions, moins les frais directs de la recherche. Donc, un budget de recherche sur 6 ans de 2,6 millions. Le ministère de l'Éducation paie les coûts de construction pour les 3 projets, qui sont à peu près de 2 millions. C'est une estimation très grossière. Mais sans la capitalisation financière d'Hydro, on n'aurait jamais été capable d'aller chercher de l'argent supplémentaire des autres partenaires et de lever le projet de recherche. Puis le projet de recherche est réalisé par 11 chercheurs, la plupart issus de Polytechnique, mais d'autres aussi issus de Canmet Énergie. Que dire? On a 24 projets de recherche, 34 étudiants planifiés. On ne se rendra pas à 34, mais pas très loin. Dans le cadre de nos activités de transfert, on organise 1 à 2 séminaires de formation par année, un colloque scientifique. Le séminaire est conçu et donné par et pour des gens de l'industrie. Le colloque scientifique est donné par des étudiants, de façon à faire le lien entre l'industrie. On participe aussi de façon très, très active aux différentes réunions de conception avec les centres de services scolaires puis leurs consultants, de façon à être bien certain que les projets lèvent. Alors, nos 3 projets de démonstration au terme de 4 ans, où en sommes-nous rendus? Le projet le plus avancé, c'est à Mirabel, avec le Centre de services scolaires de la Seigneurie des Mille-Îles. Nos acteurs sont là. Le projet, on a participé à la conception, les études d'avant-projet, la conception. On a participé un petit peu à la supervision de la construction, suivi de la mise en marche. Gabriel, tout à l'heure, va vous présenter en détail les performances de nos 2 premiers hivers d'opération. Gardez cependant en tête qu'on va encore pour 2 années suivre les efficacités du système, mais aussi la qualité de l'eau souterraine. Sans vouloir vendre le punch, disons que le mot-clé à retenir au terme de la présentation de Gabriel, ça va être 2, 2, 3. Des facteurs de 2, 2 et de 3 en termes de réduction. Le projet numéro 2, c'est le projet avec le centre scolaire de Montréal, un nouveau bâtiment situé dans Tétroville, dans l'est de l'île. Pour ça, on a réalisé les forages, les essais de réponse thermique, le dimensionnement, la préparation des plans et devis. Il y a eu des délais qui sont totalement indépendants des activités de la chaire. J'ai appris il y a quelques minutes sauf erreur, que le projet va démarrer. La réunion de démarrage est la semaine prochaine. Donc, on a bon espoir que le 2e projet va être construit dans les prochains mois et qu'on va pouvoir suivre le système de puits à colonnes permanentes qui va être construit là-bas pendant, on l'espère, la dernière année d'opération de la chaire. Finalement, le 3e projet de démonstration est à Joliette. On a fait le forage exploratoire, les conditions sont bonnes. Les essais de réponse thermique qu'on a travaillé on a émis plusieurs rapports à ce jour. Pour le projet de Joliette, on va utiliser un concept légèrement différent. On va utiliser des PCP de façon passive pour préchauffer l'air d'une voûte dans laquelle on va avoir une thermopompe d'aérothermie. C'est une idée de Michel Morin, l'ingénieur du centre de services scolaires. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est l'état de nos 3 premiers projets de démonstration. Que dire aussi sur le premier? Notre premier projet n'est pas passé sous silence. On a gagné plusieurs prix. 2 prix pour les donnés dans la catégorie énergie par l'Association des firmes de génie conseil du Québec et du Canada.
Notre coup de cœur va au prix qu'on a gagné au niveau national, le prix de l'intendance environnementale, le prix Le Breton qu'on a gagné à Ottawa l'automne dernier. Et dans 2 semaines, le projet de Mirabel, on est plusieurs ingénieurs à être en nomination par l'Ordre des ingénieurs lors d'un gala honoris Genius dans la catégorie innovation technologique. On est finaliste. La remise des prix va se faire le 29 mai prochain. Alors, vous voyez quelques images. Le GBI est la firme de génie conseil qui a participé, qui a signé les plans et devis pour tous les aspects mécaniques pour l'école La Clé des Champs. Donc, vous voyez Guillaume Marchand du Centre de services scolaires, puis Jasmin qui a un double chapeau d'ingénieur chez GBI puis d'étudiant à la maîtrise avec la chaire. Mais la chaire, c'est pas juste des projets de démonstration. En fait, sur notre budget de 2,9 millions de dollars, 2,6 millions de dollars pour la recherche, en fait, on a à peu près 2,3 millions qui sont dédiés uniquement à la recherche. Le 0,3, le 300 000, c'est une estimation, c'est pour le suivi des projets de démonstration qui, selon moi, on s'est gouré. On aurait dû prévoir le double. Qu'est-ce que c'est les projets de la chaire? On a en ce moment prévu 24 activités de recherche. On en a 18 qui sont démarrées. Au terme des activités normales, je pense qu'on va se rendre à 20, peut-être 21. On ne fera pas les 24 pour des raisons stratégiques. On avait prévu embaucher 2 associés de recherche. On a démarré nos activités en janvier 2020. Je vous rappelle qu'en mars 2020, c'était le début de la pandémie. On a donc eu un démarrage lent, notamment pour le recrutement des étudiants étrangers. Ce qui fait que les budgets qu'on n'a pas consommés les 2 premières années nous ont permis maintenant de fonctionner à 3 associés de recherche plutôt que 2. Donc, Gabriel et Alexandre. En termes de recrutement, la pandémie nous a fait mal. On a actuellement 14 étudiants sur les 19 qui fonctionnent. On devrait se rendre, selon moi, à 16 ou 17. Puis, par contre, le recrutement en termes de stagiaires va très bien. Je pourrais vous parler pendant 1 heure d'inférences bayésiennes. Je pourrais vous parler aussi pendant 1 autre heure de l'architecture de réseaux neuronaux et d'échantillonnage des eaux souterraines. Je ne le ferai pas. Vous voyez ici un montage d'images, de figures, de graphiques qui ont été générés par les étudiants de maîtrise, de doctorat, certains stagiaires de la chaire. Peut-être gardez en tête que les activités de recherche de la chaire, certaines activités sont purement fondamentales, visent le développement ou l'amélioration de solutions analytiques, d'algorithmes de déconvolution, d'approches de simulation par convolution non stationnaire. D'autres projets ont des approches très, très terrain avec des essais de réponse thermique, l'acquisition de données sur le terrain, la vérification de modèles numériques, la validation de modèles. Mais on a aussi beaucoup de projets où on va avoir l'échantillonnage de l'eau, suivi des flores bactériennes, où on va tenter, par exemple, les animations montrent, par exemple, un réservoir de stockage qui nous permet d'accélérer, d'augmenter de réduire l'appel de puissance en pointe puis d'opérer plus longtemps des PCP dans des conditions peu perméables comme à Montréal. Notre intensité de recherche est également très élevée. On a publié plus de 80 contributions scientifiques et techniques depuis 2020, ce qui est excellent. C'est une excellente intensité de recherche pour une unité relativement petite et jeune comme la nôtre. Gardez cependant en tête que seulement l'année passée, on a publié 35 contributions. Je vous disais que le démarrage avait été long. Les 2 premières années, oui, c'était long. Mais depuis depuis 2 ans, on a un taux de production très, très élevé. On publie dans des articles, dans des revues scientifiques de premier rang, des revues Q1 uniquement. Donc, on n'a vraiment pas de souci, aucun problème à se faire publier. Que vous dire? Les étudiants voyagent beaucoup. On voit ici Dorian qui a gradué l'année dernière, qui a été jusqu'en Australie, donner un congrès. On a une délégation qui revient à Vienne la semaine dernière, où ils ont participé au congrès de l'EGU. Donc, on a heureusement suffisamment de fonds pour disséminer la bonne nouvelle que sont les PCP. On a aussi été invité, j'ai été invité il y a 3 ans à participer activement à la révision de la norme CSA 448 sur les pluies à colonnes permanentes. Là, la norme est en consultation. Je pense que la prochaine version de la norme va être disponible à la fin de cette année, au début de l'année prochaine.
Donc, en termes de performance de recherche, je suis très, très satisfait. Mais publier des articles dans des revues de premier rang, ben, c'est pas tout. La chaire a aussi un très, très gros impact sur la société civile. Je commence par simplement parler des séminaires. Depuis 4 ans, ben, on a en moyenne une centaine de personnes qui ont assisté virtuellement à nos séminaires. Les colloques scientifiques sont aussi passablement courus, ce qui est une quarantaine de personnes en moyenne pour les colloques, ce qui est une très, très bonne moyenne là, pour nous. Les séminaires, les colloques, tout ça, c'est enregistré. C'est disponible en ligne sur YouTube. Donc, plus d'1 millier de visionnements depuis 4 ans. Ce qui est aussi passablement regardé, on a mis en ligne, je pense à la fin de l'année dernière, une foire aux questions, donc une liste des questions fréquemment posées. C'est très couru. On était en fait débordés par les requêtes, donc on envoie maintenant les gens vers ça. Et bien, on a aussi mis en ligne sur le site de la chaire des plans et devis qui sont disponibles publiquement. On a été en fait un peu victime de notre succès depuis le milieu de 2022. On a été débordé par des appels, des requêtes provenant de l'industrie pour des projets industriels. Seulement en 2023, on a réalisé presque une dizaine de projets industriels pour des clients divers, des firmes de génie conseil, des entrepreneurs, des centres de services scolaires et j'en passe. Les services qu'on a offerts incluaient la supervision des forages, la réalisation d'essais de pompage, d'essais de réponse thermique, l'échantillonnage, l'analyse de l'eau, le dimensionnement puis la conception des champs géothermiques. Ça a eu un effet un peu imprévu. On a dû se mouiller plus que prévu et dépasser le cadre normal de la recherche. Et si on voulait vraiment que les PCP lèvent, on a dû donner l'épaule à la roue de façon à s'assurer que les prix des forages exploratoires étaient réalistes. Alors, on a travaillé de concert avec les firmes de génie conseil et les entrepreneurs de façon à ce que les coûts demeurent réalistes. Et en travaillant avec eux, en modifiant les plans et devis qu'on avait construits, prévus initialement, on a réussi à faire passer les coûts de presque 1 million de dollars pour un forage de 500 mètres à Montréal à, en moyenne, 80 à 90 000 dollars par forage en ce moment à Montréal. C'est des coûts qui se maintiennent. Et là, on parle d'un forage de 500 mètres de profondeur à Montréal. C'est des coûts qui se maintiennent et c'est pour nous un très, très grand succès qu'on n'avait pas prévu en démarrant nos nombreux projets de recherche. Autre résultat, bien, ça nous a permis d'avoir des discussions franches et ouvertes avec certains entrepreneurs en forage qui nous ont avoué que, bien, il restait probablement de la marge. Donc, le niveau de 80 000 $, il y a encore un peu de marge, mais aussi que d'atteindre des profondeurs de 700 mètres à des coûts réalistes sur l'île de Montréal, et là, j'insiste, sur l'île, était probablement une avenue qui était techniquement possible et financièrement réaliste. Fort de tous ces accomplissements, bien, l'école, le bureau de la recherche et la direction de la recherche et l'innovation de l'école a engagé un consultant l'automne dernier de façon à sonder la perception du marché sur les PCP et sur les réalisations de la chaire. 21 parties prenantes de l'industrie et du milieu académique ont été sondées. Et les résultats du sondage sont franchement élogieux. Vous êtes plusieurs dans la salle à être là et je vous en remercie. En fait, les points forts qui sont apparus, c'est que la chaire est un rôle critique de leader, des beaux projets de recherche, des beaux projets de démonstration, mais une expertise aussi critique qui aide à démocratiser les PCP. Tout n'est pas rose. On a notamment, les parties prenantes ont souligné notre capacité limitée à répondre à la demande. On est les premiers à le dire. On peut pas en faire beaucoup plus en ce moment. On en fait déjà. Peu de moyens et de mécanismes pour le transfert. Ce qu'on a compris de ça, c'est que les colloques et les colloques et les séminaires ne sont pas suffisants. Et finalement, peu de moyens de communication et d'une diffusion limitée à l'intérieur de notre cercle restreint. On réfléchit à faire des choses. Donc, j'ai un peu dépassé mon temps. Il va me rester à peu près 8 minutes pour des questions. Je termine en vous disant que, comme titulaire, je suis vraiment très, très satisfait de ce qui s'est fait jusqu'à présent. La chaire, c'est pas que moi. Je suis un peu le porte-parole de l'équipe de recherche. J'ai 10 autres collègues chercheurs qui participent aux activités de la chaire. Moi, je suis un peu le maestro.
Ceci étant dit, je pense que c'est clair qu'on a réussi en seulement 4 ans à lever des nombreuses barrières à l'utilisation des PCP. J'insisterai, je pense, pas assez sur le fait que la structure actuelle du partenariat est un grand succès et que sans cette structure qui a permis à Hydro-Québec, en finançant, en étant le seul financier du projet, d'aller chercher plusieurs autres partenaires qui avaient un intérêt à ce que les projets de démonstration fonctionnent, on n'aurait pas eu l'impact qu'on a eu jusqu'à présent. On a eu un démarrage lent pendant la pandémie, mais on a actuellement une vitesse de croisière très élevée, qui est difficilement soutenable, mais qui pour le moment, tient la route. On a aussi fait une analyse stratégique. Les commentaires étaient élogieux. On a eu de nombreuses suggestions qui nous incitent déjà à penser à la suite. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En cette première partie, on a du temps pour peut-être 5-6 minutes de questions.